Le matin avant le nouvel an, ma sœur m'a envoyé un texto « Ne viens pas sauf si tu es utile ». Le même jour, mes parents ont exigé que je co-signe le prêt immobilier de ma sœur. J'ai refusé et j'ai envoyé 1 euro à mon père, j'espère que ça aide. Ma sœur a appelé en hurlant « Tu trouves ça drôle ?» J'étais sur le point de raccrocher. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Je m'appelle Nina Moreau. J'ai 31 ans. Et jusqu'à ce nouvel an, je pensais que j'étais simplement l'enfant facile, celle qui n'avait jamais eu besoin de grand-chose. Ce matin-là, mon téléphone s'est allumé avec un texto de ma sœur aînée. Pas de salutation, pas d'émoticône souriant, juste une phrase « Ne viens pas sauf si tu es utile ». Dans ma famille, utile n'a jamais signifié gentil ou présente. Cela a toujours signifié de l'argent et des signatures, de l'aide pour les cautions, de l'aide pour le crédit, des papiers que personne d'autre ne veut lire. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai essayé de passer à autre chose. Un peu plus tard, mes parents ont appelé. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Ils sont allés droit au but. Ma sœur avait trouvé son logement. La banque avait besoin d'un nom de plus sur le prêt immobilier, et ce nom devait être le mien. Pour eux, c'était juste un autre service. Pour moi, cela ressemblait au même vieux scénario. Sauf que cette fois, ils ont dit la partie non dite à voix haute. Alors, j'ai dit « non ». Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai envoyé exactement 1 euro à mon père avec une note « J'espère que ça aide ». Je m'attendais à une tentative de culpabilisation. Au lieu de cela, ma sœur a appelé immédiatement, la voix forte, me jetant tous les mots qu'elle connaissait pour dire « égoïste ». Je tenais le téléphone loin de mon oreille et j'étais à quelques secondes de mettre fin à l'appel quand elle a dérapé et a laissé échapper une phrase, rapide et pleine de colère. Une phrase qui m'a noué l'estomac et m'a fait comprendre qu'il ne s'agissait plus seulement d'une visite ou d'un prêt immobilier. Avant que je vous dise ce qu'elle a dit et ce qui s'est passé après que je suis parti, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Ce jour-là, mon appartement semblait plus petit que le matin même. Les murs étaient du même beige doux. La rue dehors avait le même son, mais il y avait un nouveau poids dans la pièce, comme si quelqu'un avait enfin dit à voix haute ce que j'avais esquivé pendant des années. Dans ma famille, l'utilité a toujours été une monnaie d'échange silencieuse. Ayant grandi dans un quartier modeste en périphérie de Lyon, les enfants qui facilitaient les choses étaient récompensés par des sourires, et les enfants qui faisaient des bêtises étaient pardonnés. Ma sœur aînée, Charlotte, correspondait parfaitement à cette deuxième catégorie. Elle apportait le drame, le bruit et les mauvaises décisions, et parvenait pourtant à être celle autour de qui tout le monde se rassemblait. J'ai appris très tôt que si je gardais mes notes élevées et mes besoins faibles, la maison restait calme. Mon père, Martin Moreau, aimait plaisanter en disant que j'étais « l'indépendante ». Il disait « Elle est née prête à prendre soin d'elle-même », comme si c'était un compliment et non une façon d'excuser la fréquence à laquelle on me laissait me débrouiller seul. Ma mère, Marlène, appelait ma sœur son « enfant sensible » et moi ça, stable. Sensible signifiait que vous aviez le droit de vous effondrer. Stable signifiait qu'on attendait de vous que vous ramassiez les morceaux. Le même schéma nous a suivis à l'âge adulte. Charlotte passait d'un appartement et d'un emploi à l'autre, toujours un peu à la traîne. Il y avait des avis de loyer en retard, des frais de découvert, un paiement de voiture qui avait disparu jusqu'à ce que mes parents se démènent pour arranger les choses. Mon nom apparaissait chaque fois qu'une signature était nécessaire pour passer une vérification de crédit. Au début, c'était anodin, comme être inscrite en tant que contact de secours sur un forfait téléphonique. Plus tard, c'était aider avec une caution de sécurité alors qu'elle promettait que c'était temporaire et qu'elle me rembourserait une fois installée. J'ai appris à mes dépens que temporaire peut s'étirer sur des années quand la personne qui le dit n'a jamais l'intention de changer. Chaque service se transformait en une ligne discrète sur un grand livre mental que je ne partageais avec personne. Quand j'en ai parlé une fois, mes parents ont demandé pourquoi je tenais les comptes contre ma propre sœur. Après ça, j'ai arrêté d'insister. Il était plus facile de ne rien dire que de m'entendre dire que j'étais froide. Au lieu de cela, j'ai fait ce que les gens comme moi font toujours, j'ai travaillé plus d'heures, j'ai constitué mes propres économies, j'ai payé mes propres prêts et j'ai maintenu une distance prudente qui, de l'extérieur, ressemblait à de l'égoïsme. Quand je manquais les fêtes de famille, mes parents disaient aux proches que j'étais occupé par mon travail.
Quand je manquais des appels, il disait que j'étais fatigué. La vérité était plus simple. Être avec eux, c'était comme être au bord d'une conversation où tout le monde s'était mis d'accord sur une histoire et personne n'avait l'intention de me demander si j'y croyais. C'est pourquoi le mot « utile » a une résonance particulière pour moi. Il ne s'agit pas d'être serviable de manière normale. Il signifie être disponible sur demande. Il signifie dire oui avant de voir les papiers. Il signifie être l'adulte dans la pièce, puis se faire reprocher d'agir comme tel. Charlotte a appris que si elle insistait assez fort et pleurait assez longtemps, quelqu'un interviendrait. J'ai appris que si j'intervenais, les retombées devenaient ma responsabilité. Ma vie en ville n'est pas luxueuse, mais elle est stable. J'ai un petit logement que je paie seul et un travail qui couvre mes factures sans avoir besoin du nom de quelqu'un d'autre. La distance, à la fois en kilomètres et en habitude, a été ma façon de rester saine d'esprit. Je pensais que c'était suffisant pour empêcher les vieux schémas de me retrouver. Je me disais que si je répondais moins, ils dépendraient moins de moi. Le matin avant le nouvel an a prouvé à quel point cette hypothèse était fausse. Un texto, une exigence, une attente que rien n'avait changé. Sous tous leurs discours sur la famille, sur le fait d'être là les uns pour les autres, la même vieille vérité coulait toujours en dessous, comme une fondation fissurée. À leurs yeux, j'étais la signature fiable qui attendait sur la touche, que cela me plaise ou non. Debout au milieu de mon salon silencieux, le téléphone toujours à la main, je me suis enfin permis de regarder ce schéma sans l'édulcorer. Mes parents avaient construit tout un système autour de l'idée que ma sœur aurait toujours besoin d'être sauvée et que je serais toujours disponible pour le faire. Dire « non » n'a pas seulement interrompu leur plan pour un prêt immobilier. Cela a remis en question l'histoire qu'ils se racontaient sur qui j'étais. J'étais fatigué d'une manière que je ne pouvais pas nommer. Pour la première fois, je me suis demandé ce que cette histoire pouvait cacher d'autre. L'après-midi suivant, l'air dans mon appartement semblait différent, comme l'instant après que quelqu'un claque une porte dans une autre pièce. Rien n'avait bougé, mais il était impossible de prétendre que la matinée avait été normale. Je me suis assise à la petite table près de ma fenêtre et j'ai rejoué la crise de ma sœur dans ma tête, cette fois sans leçon. Quand j'ai enlevé les insultes et la colère, ce qui restait était cette remarque lancée en passant sur les papiers, sur des choses qui étaient, déjà à son nom. Cela ne ressemblait pas à une menace lancée dans le feu de l'action. Cela ressemblait à quelque chose qu'elle croyait déjà réglé. Je n'ai jamais été le genre de personne qui aime fouiller dans des documents juridiques. Je travaille dans les opérations, pas dans le droit, et mon idée d'une soirée décente était de cuisiner quelque chose de simple et de laisser une série tourner en arrière-plan. Cet après-midi-là, cependant, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis parti à la recherche de réponses dans des endroits que j'avais ignorés pendant des années. Le premier endroit que j'ai vérifié était ma messagerie électronique. Après le décès de mon grand-père, mes parents m'avaient transféré un message d'un avocat avec des pièces jointes que j'avais à peine survolées. À l'époque, j'étais encore à l'école, plus concentré sur les examens que sur l'arrangement que les adultes étaient en train de construire. Il m'a fallu un certain temps pour retrouver le fil de discussion enfoui sous les bulletins d'information et les rappels de mots de passe, mais il était toujours là. L'avocat avait joint un résumé de la succession de mon grand-père. Le langage était dense et écrit pour des gens qui le comprenaient mieux que moi. En le relisant avec un regard différent, une section a finalement percé le bruit. La maison où mon père a grandi, celle où mes parents vivaient encore, était censée être détenue dans une fiducie jusqu'à ce que leurs 2 enfants atteignent un certain âge. Après cela, il était dit qu'elle nous appartiendrait à parts égales. Mon nom était là, à côté de celui de ma sœur, non pas comme une note de bas de page, mais comme une propriétaire. J'ai fixé l'écran. Si la maison était censée être partagée, comment ma sœur pouvait-elle parler comme si tout avait déjà été arrangé autour d'elle? Soit elle bluffait pour me pousser à coopérer, soit quelqu'un avait discrètement réécrit l'histoire sur papier sans jamais m'en parler. J'ai imprimé le résumé et je l'ai posé sur la table, puis j'ai ouvert le site web du département pour les registres de propriété. Le site était maladroit et lent, mais c'était quand même un moyen de voir ce que le registre indiquait. J'ai tapé l'adresse de mes parents, cliqué sur Rechercher, et j'ai attendu que la page charge une liste d'enregistrements auxquels je n'avais jamais prêté attention auparavant. Il y avait de vieilles inscriptions datant d'avant ma naissance, un refinancement quand j'étais adolescente, et quelques mises à jour de routine. Puis il y avait un élément récent avec une description qui m'a asséché la gorge. Il indiquait un changement dans la personne qui contrôlait la propriété sur papier.
Mon propre nom ne figurait nulle part dans cette inscription. Le voir là était différent d'entendre des rumeurs ou des commentaires colériques. Ce n'était pas un drame familial. C'était un enregistrement dans un système qui traitait le changement comme un fait. Quoi qu'il ait été fait avec cette maison, cela avait été enregistré sans ma signature et sans aucune conversation qui m'incluait. Pendant quelques minutes, je suis resté assise, immobile, à écouter le bruit de la circulation dehors et le bourdonnement de mon réfrigérateur, essayant de décider si je surréagissais. Peut-être y avait-il une mise à jour de la fiducie qui me protégeait encore d'une manière ou d'une autre, même si mon nom avait disparu des enregistrements les plus récents. C'était le genre d'explication que mes parents offriraient probablement si je demandais. La vérité était plus simple. Dès que quelque chose touchait à l'argent ou à la propriété, ma famille serrait les rangs et parlait à demi-mot. Je les avais vus aplanir des factures en retard, des paiements manquants et des services discrets pendant des années. En regardant un document qui me traitait comme une étrangère à la maison où j'ai grandi, tous ces petits choix s'alignaient pour former quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Je savais que je ne pouvais pas démêler cela seul. Je ne parlais pas assez bien le langage des actes et des fiducies pour voir tous les risques, et je n'étais pas prête à avancer à l'aveuglette. Rester silencieuse et espérer que tout irait bien, c'est ce qui m'avait amené ici en premier lieu. Sur le coin du résumé imprimé, j'ai noté le numéro du document du site du département et les questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à un contact que j'avais enregistré mais rarement utilisé, une amie d'une amie qui travaillait sur les successions et les litiges immobiliers. J'ai hésité, pensant à quel point il était étrange de transformer ma famille en un dossier sur le bureau de quelqu'un. L'hésitation n'a pas duré longtemps. Plus tard cette semaine-là, j'étais assise dans un petit bureau en bordure du centre-ville de Lyon avec un dossier en manille posé sur mes genoux. La pièce était simple et silencieuse, le genre d'endroit conçu pour la paperasse plutôt que pour les sentiments. Cela correspondait à ce que j'étais venu y faire. Jeanne Fournier, l'avocate que ma collègue m'avait recommandée, a pris le dossier et en a étalé le contenu sur son bureau. Nous avions échangé une poignée de main, quelques phrases polies sur le stationnement et la circulation, puis elle m'a demandé de commencer par la partie qui m'inquiétait le plus. Je lui ai dit que j'avais grandi dans une maison où mes parents vivaient encore, que la succession de mon grand-père l'avait placé dans une fiducie pour ses petits-enfants, et que les registres récents ne semblaient plus savoir que j'existais. Elle n'a pas réagi au résumé, elle a réagi au document. D'abord, elle a lu les papiers de la succession que mes parents m'avaient transférés des années auparavant, ceux que j'avais imprimés et surlignés dans ma cuisine. Elle avançait lentement, suivant chaque paragraphe avec un stylo jusqu'à ce qu'elle atteigne la section décrivant ce qui devait advenir de la maison, une fiducie détenant la propriété, des parts égales une fois que les deux petits-enfants auraient atteint un certain âge, aucune condition, aucun traitement de faveur pour celui qui avait besoin de plus d'aide. Jeanne a fait une petite marque dans la marge à côté de ce paragraphe et a hoché la tête une fois, plus pour elle-même que pour moi. Puis elle a pris le registre du département que j'avais imprimé de la base de données publique, l'inscription montrant un changement de contrôle récent. Le langage était sec, mais les faits ne l'étaient pas. Sur cette page, il n'y avait aucune trace de propriété partagée. Elle nommait une seule personne ayant autorité sur la propriété, et cette personne n'était pas moi. Elle s'est adossée un instant, tapotant légèrement le stylo contre le bureau, puis a posé les deux documents côte à côte. Sur une feuille, les instructions de mon grand-père, sur l'autre, la version au présent de l'histoire de ma famille. Le fossé entre les deux était l'espace que mes parents n'avaient jamais mentionné au téléphone. Jeanne a expliqué ce qu'elle voyait en termes simples. Une fiducie n'est pas une suggestion. C'est une structure destinée à perpétuer les volontés de quelqu'un après sa mort. Si un bien à l'intérieur de cette structure se retrouve contrôlé par un bénéficiaire d'une manière qui en exclut un autre, il devrait y avoir une trace écrite montrant comment cela s'est produit, des signatures, des amendements, des avis, pas seulement le silence et un nouvel enregistrement. Si ce bien est utilisé pour garantir un prêt ou un crédit immobilier, a-t-elle dit, le prêteur s'attend à ce que toute personne ayant un intérêt légal ait soit donné son accord, soit été correctement rachetée. Quand ce n'est pas clair, les banques et les sociétés de titres deviennent nerveuses. Les institutions nerveuses enquêtent. Elles mettent les choses en attente. Elles commencent à poser des questions que j'ai le droit de poser en premier. En l'écoutant parler, j'ai senti mes épaules se raidir. Pendant des années, mes parents avaient traité mon malaise comme une réaction excessive. Dans ce bureau, le déséquilibre ne semblait pas dramatique, il semblait délibéré.
Quelqu'un avait fait des choix en supposant que je n'irais jamais chercher de preuves. Jeanne a exposé ce que je pouvais faire ensuite. La première étape n'était pas un procès, c'était une lettre. Je demanderai à mes parents, par écrit, une copie complète de la fiducie et de toutes les modifications apportées depuis le décès de mon grand-père. Je demanderai des copies de tous les actes, transferts ou accords touchant la maison. Je demanderai pourquoi le registre le plus récent ne montrait plus la propriété partagée décrite dans le résumé de la succession. Elle a rédigé la lettre pendant que je regardais. Le langage était calme et technique. Il n'accusait personne de vol. Il ne menaçait pas de traîner la famille devant les tribunaux. Il leur rappelait simplement que j'étais une bénéficiaire désignée et que j'avais besoin de documents et d'explications pour comprendre comment mon intérêt avait été géré. Nous avons examiné chaque ligne jusqu'à ce que cela ressemble à quelque chose que je dirais réellement. Puis j'ai signé. Jeanne a scanné une copie pour son dossier et m'a rendu l'original avec une courte liste d'instructions pratiques. L'envoyer par courriel pour qu'il la voie rapidement. L'envoyer à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception pour que personne ne puisse dire qu'elle n'est jamais arrivée. Garder les reçus. Noter le jour où je l'ai envoyé et leur donner un délai raisonnable. Quand je suis retourné sur le parking, l'air semblait plus froid que lorsque j'étais entré. L'enveloppe dans mon sac était légère, juste quelques feuilles de papier et une signature, mais elle changeait la forme de la suite. Pour la première fois, mes questions sur cette maison n'étaient pas une frustration privée que je portais seul. Elles étaient écrites, adressées aux personnes qui avaient traité ma part comme facultative, et on ne pouvait pas les reprendre. À la fin du week-end de fête, mes questions n'étaient plus seulement des pensées dans ma tête. Mes parents les avaient vues par écrit. Qu'ils répondent ou non, ils ne pouvaient pas agir comme si rien n'avait été envoyé. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux directement. Il n'y a pas eu de courriel avec des documents, pas d'appel offrant une explication. Le silence lui-même est devenu une réponse. Quand quelque chose dans notre famille ne correspondait pas à l'histoire que mes parents aimaient, on le mettait de côté jusqu'à ce que tout le monde apprenne à ne plus en parler. Cette fois, il y avait un enregistrement qu'ils ne pouvaient pas cacher. Le deuxième soir après l'échéance que je leur avais donnée, mon téléphone s'est allumé avec un nom que je n'attendais pas, ma tante, Thérèse Moreau. Elle appelait rarement. Elle envoyait des messages d'anniversaire et laissait des commentaires sur les photos de famille, mais elle se tenait à l'écart des conflits. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale et j'ai écouté 1 minute plus tard. Son message était bref. Elle a dit qu'elle avait entendu dire qu'il y avait une certaine confusion au sujet de la maison, qu'elle ne voulait pas prendre parti, et qu'il y avait quelque chose que je voudrais peut-être vérifier dans les registres publics si je ne l'avais pas déjà fait. Elle n'a pas mentionné ma sœur. Elle n'a pas prononcé les noms de mes parents. Elle a seulement fait référence à un terrain derrière la maison que mon grand-père avait traité comme étant séparé du jardin. Quand le message s'est terminé, j'ai réécouté la dernière partie. Un terrain derrière la maison. En grandissant, nous l'appelions le terrain arrière, une bande de terre au-delà de la clôture où mon grand-père gardait un cabanon supplémentaire et un petit jardin qui ne produisait jamais grand-chose. Je n'y avais pas pensé depuis des années. Pour moi, ce n'était qu'une partie de la propriété. Pour ma tante, cela semblait être autre chose. J'ai noté la description de la parcelle du mieux que je pouvais m'en souvenir et j'ai de nouveau consulté le site web du département. Cette fois, je n'ai pas cherché l'adresse. J'ai ouvert la section des numéros de parcelles et j'ai suivi les instructions jusqu'à ce que je trouve l'entrée correspondant au terrain arrière. La page a mis du temps à se charger, mais quand elle est apparue, j'ai senti le même serrement dans ma poitrine que la première fois que j'avais cherché la maison. Le terrain était toujours lié à la fiducie de mon grand-père par son nom, mais l'enregistrement le plus récent montrait un type d'activité différent. Plusieurs mois auparavant, quelqu'un avait utilisé cette étroite bande de terre comme partie de la garantie pour une ligne de crédit. Le prêteur indiqué n'était pas la même banque que mes parents utilisaient pour leur prêt immobilier. L'emprunteur était une société à responsabilité limitée que je reconnaissais d'autres conversations dans ma famille, une société liée à mon père. Rien dans cet arrangement ne me mentionnait. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un ait vérifié si les deux bénéficiaires de la fiducie avaient consenti à ce que cela se produise. Sur le papier, cela ressemblait à une façon de tirer de la valeur de quelque chose que la plupart des gens ignoraient. En pratique, cela signifiait que quelqu'un avait pris un bien destiné aux 2 petits-enfants et l'avait intégré dans un plan distinct. J'ai sauvegardé une copie de l'enregistrement et l'ai envoyé par courriel à Jeanne avec une courte note. Elle a rappelé tôt le lendemain matin.
Son ton était calme, mais elle n'a pas tenté d'adoucir ce qu'elle a dit. De son point de vue, le schéma était devenu plus clair. Il y avait la maison principale, destinée à être divisée. Il y avait le terrain arrière, toujours nommé dans la fiducie. Il y avait des enregistrements qui transféraient le contrôle de ses actifs sans le genre de signature qu'elle s'attendait à voir de la part de toutes les personnes nommées dans les documents de succession originaux. Elle m'a expliqué ce qui pourrait se passer une fois qu'une société de titres ou un prêteur réaliserait qu'il y avait un intérêt non résolu. Ils auraient besoin de clarification avant de procéder à toute transaction touchant la propriété. Cela pourrait signifier des retards, des blocages ou des demandes de renonciation formelle. Si les questions de divulgation allaient plus loin, cela pourrait devenir quelque chose de plus sérieux. En l'écoutant exposer ces possibilités, je me suis senti moins comme une fille difficile et plus comme quelqu'un qui avait été rayé d'un contrat dont elle était censée faire partie. J'avais passé des années à me demander si mon malaise faisait de moi une ingrate. En examinant les registres avec Jeanne, cela ressemblait moins à de l'ingratitude qu'à un simple respect de soi. Au moment où nous avons terminé l'appel, nous nous étions mises d'accord sur 2 étapes concrètes. Elle notifierait les parties impliquées dans la ligne de crédit qu'il y avait un problème potentiel avec la propriété sous-jacente, et elle déposerait tout ce qui était nécessaire pour rendre mon intérêt visible dans le registre public, pas seulement enfoui dans un vieil courriel d'un avocat. Ma tâche était plus simple et plus difficile à la fois, je devais tenir bon pendant que les systèmes autour de ma famille faisaient ce qu'ils étaient censés faire. Alors que la nouvelle semaine commençait, les retombées de ces dépôts sont arrivées de manière discrète mais indubitable. Elles se sont manifestées par des réactions silencieuses de systèmes qui ne se souciaient que des signatures. Le premier signe fut un message de Jeanne. Le prêteur examinant le prêt immobilier lié à la maison de mes parents avait reçu son avis sur le problème de propriété et avait fait la chose prévisible, il avait placé le dossier en révision. Le prêt ne se dirigeait plus vers l'approbation. Rien n'avait encore été refusé, mais rien n'avançait. J'ai imaginé ma sœur recevant un appel de son agent de crédit, apprenant qu'une date d'emménagement prévue s'était transformée en point d'interrogation. Le problème n'était pas le paiement qu'elle pouvait se permettre chaque mois, c'était l'histoire derrière la propriété, la partie que personne ne s'attendait à ce que je vérifie. L'onde de choc suivante est venue de mes parents. Ils n'avaient toujours pas répondu à la lettre. Au lieu de cela, ils ont essayé de tout ramener dans la sphère privée. Ma mère a envoyé un long courriel plein de souvenirs et d'inquiétudes, mais sans pièce jointe. Elle a écrit sur ce que mes grands-parents avaient donné, sur la fragilité de ma sœur, sur son soulagement que je puisse gérer ma propre vie. En le lisant, je pouvais voir le contour du même message que toujours, si je continuais à insister, je choisirais les papiers plutôt que les gens. Mon père a suivi avec une note plus courte. Il a mentionné la fiducie une seule fois, juste assez longtemps pour dire que des professionnels s'en étaient occupés il y a des années et que j'y interprétais des phrases que je ne comprenais pas. Si je voulais des éclaircissements, il a suggéré que nous pourrions nous asseoir ensemble après la clôture du prêt et en discuter, en famille. Il n'y avait aucune offre d'envoyer les documents que j'avais demandés. J'ai transféré les 2 courriels à Jeanne et je suis retourné à mon bureau. En surface, mes journées restaient ordinaires. Je répondais aux questions sur les projets, participais à des réunions vidéo et remplissais ma tasse de café. En dessous, chaque vibration de mon téléphone ressemblait à une nouvelle tentative de me ramener dans le rôle que j'essayais de quitter. La réponse de Jeanne était calme. De son point de vue, les messages de mes parents confirmaient ce que nous suspections déjà. Ils essayaient de retirer la conversation du cadre officiel pour la ramener dans un salon où le ton et la culpabilité pourraient brouiller ce qui avait été réellement déposé. Elle m'a rappelé que mes questions étaient maintenant liées à des documents spécifiques. Cette trace existait, que quelqu'un choisisse d'y répondre ou non. Quelques jours plus tard, elle a transmis une mise à jour d'une société de titres impliquée dans la ligne de crédit sur le terrain arrière. La société avait ajouté une condition avant d'assurer toute transaction impliquant cette bande de terre, elle voulait la preuve que tous les bénéficiaires de la fiducie avaient soit accepté la manière dont elle était utilisée, soit été correctement rachetés. Pour la première fois depuis la mort de mon grand-père, mon nom apparaissait là où il devait être non pas dans une histoire de famille, mais dans une liste de personnes dont la signature pourrait être requise. Ce changement a modifié le poids de tout. Pendant des années, dire « non » à ma famille avait ressemblé à une sorte de trahison. Maintenant, des gens qui ne me connaissaient absolument pas traitaient mon absence des papiers comme le vrai problème. Le déséquilibre qu'on m'avait dit d'ignorer s'était finalement heurté à un système qui insistait sur la symétrie avant de déplacer 1 euro de plus.
Le sommeil venait par bribes irrégulières. Je m'endormais puis me réveillais la mâchoire serrée, rejouant des scènes à la table de mes parents où les questions difficiles étaient aplanies jusqu'à disparaître. Cette fois, les questions étaient attachées à des numéros de référence et à des délais. Mes parents pouvaient ignorer ma lettre, ils ne pouvaient pas ignorer un prêteur ou un agent de titre sans des conséquences qu'ils ne pouvaient pas écarter d'un revers de main. Jeanne m'a dit que la prochaine étape serait probablement un cadre formel où les questions de la fiducie seraient exposées dans l'ordre. Ce pourrait être une réunion avec des avocats ou une séance devant quelqu'un chargé de régler les héritages contestés. Elle m'a prévenu que cela semblerait lent et technique, plus axé sur qui possédait quoi et quand que sur qui avait été blessé. J'ai bloqué du temps sur mon calendrier autour de la date à laquelle elle s'attendait à ce que les choses bougent et j'ai libéré autant d'espace que mon travail le permettait. À la maison, j'ai rassemblé toutes les impressions en une pile sur ma table basse. Chaque page représentait un choice que quelqu'un de ma famille avait fait au sujet de cette maison ou de cette étroite bande de terre sans s'attendre à ce que je la lise un jour. Pendant la majeure partie de ma vie, mon rôle avait été de maintenir la paix, d'intervenir discrètement quand quelqu'un d'autre trébuchait, puis de disparaître de l'histoire. En regardant la pile de dossiers, j'ai compris que cette fois, je ne disparaîtrais pas. Quelle que soit l'issue, le dossier montrerait que j'avais fait un pas en avant et que j'avais insisté pour être pris en compte. Quand le jour est enfin arrivé, l'endroit où tout allait se décider semblait étrangement ordinaire, une salle de conférence aux parois de verre en centre-ville, une moquette neutre, une longue table et une pile de dossiers contenant la fiducie de mon grand-père, les registres de propriété et les courriels que mes parents ne s'attendaient pas à ce que je lise 2 fois. Je me suis assise à côté de Jeanne et j'ai regardé les chaises en face de nous se remplir. Mes parents et ma sœur ont pris place avec leur avocat entre eux. Les salutations furent brèves et professionnelles. Puis la pièce est devenue silencieuse d'une manière qui semblait plus lourde que des cris. Ma mère fixait un bloc-notes sur lequel elle n'écrivait jamais. Ma sœur traçait des cercles avec son pouce le long du bord de son téléphone et n'a jamais croisé mon regard. La discussion a commencé avec les premiers documents. Les sections du plan de succession concernant la maison et l'étroite bande de terre derrière elle ont été lues à voix haute. La formulation était rigide, mais le point était simple, la fiducie détenait la propriété pour 2 petits-enfants, pas pour un enfant favorisé avec une voix plus forte. Une fois que nous avions atteint l'âge que mon grand-père avait choisi, nos parts devaient être égales. Il n'y avait aucune clause permettant à quelqu'un de m'effacer discrètement. Puis les nouveaux papiers ont été posés sur la table. Le transfert qui mettait le contrôle de la maison sous un seul nom a été examiné ligne par ligne. Le dépôt qui utilisait le terrain arrière comme garantie pour une ligne de crédit liée à l'entreprise de mon père a subi le même traitement, date, signature, numéro d'enregistrement, tout était devant nous. Chaque fois qu'un document traitait mon intérêt comme s'il n'existait pas, Jeanne faisait une pause et demandait qui avait approuvé cette étape et où mon consentement était enregistré. Mes parents se sont appuyés sur le langage de la confusion. Ils ont dit qu'ils avaient suivi des conseils, essayé de garder les choses simples, cru que tant que tout restait, en famille, personne ne serait blessé. Leur avocat a parlé d'accords informels et de décisions prises autour de tables de cuisine plutôt que de tables de conférence. Il a suggéré que les formulaires ne reflétaient peut-être pas toutes les conversations dont il se souvenait. Jeanne a laissé les explications en suspens, puis a ramené l'attention sur les pages. Quoi que l'on ait eu l'intention de faire, le résultat était clair, une fiducie écrite pour 2 personnes avait été remodelée de sorte qu'une seule pouvait agir. Les prêteurs et les sociétés de titres avaient déjà vu cette lacune. C'est pourquoi les prêts immobiliers et les lignes de crédit liées à la propriété ne circulaient plus librement. Le registre lui-même avait commencé à résister bien avant que j'entre dans la pièce. Finalement, les options se sont réduites à 2 lignes sur une page. Nous pouvions laisser les enregistrements en place et nous disputer avec les banques, les assureurs et peut-être un juge chaque fois que quelqu'un essaierait de déplacer de l'argent autour de ces parcelles. Ou nous pouvions défaire les changements et corriger le registre pour qu'il corresponde à ce que mon grand-père avait écrit depuis le début. Un chemin protégeait une version de l'harmonie familiale qui dépendait de ma discrétion. L'autre protégeait la structure de la fiducie et admettait que l'harmonie n'avait jamais été réelle. Assise à cette table, j'ai réalisé que le choix n'avait presque rien à voir avec la superficie ou la valeur estimée. Il s'agissait de savoir si je continuerais à payer la paix par le silence. Laisser la structure actuelle en place confirmerait le rôle qui m'avait été assigné depuis l'enfance, la personne fiable qui ne se plaint pas, quoi qu'il arrive. Insister sur la correction mettrait une distance entre nous qu'aucune invitation à une fête ne pourrait combler. J'ai choisi la distance. Avec Jeanne pour formuler les termes,
nous avons convenu que la maison et le terrain arrière seraient de nouveau enregistrés comme appartenant aux 2 petits-enfants à parts égales. Toute tentative future d'utiliser ces propriétés comme garantie nécessiterait soit ma signature, soit un rachat en bonne et due forme de ma part à un prix équitable. Sans cela, personne ne pourrait signer une ligne de plus en prétendant que j'étais un fantôme à l'arrière-plan de ma propre famille. Nous avons signé les documents qui ont mis ces termes en mouvement. Le stylo semblait plus lourd que d'habitude, non pas de triomphe, mais de finalité. À la fin de la réunion, mes parents se sont levés et sont partis avec leur avocat. Ma sœur est sortie sans un mot. La porte s'est refermée derrière eux avec un clic doux qui semblait plus petit que ce qui venait de changer. Au cours des semaines suivantes, les conséquences se sont mises en place. Le calendrier clair que ma sœur avait décrit pour son prêt immobilier s'est dissous en retard et en nouvelles conditions. La ligne de crédit liée au terrain arrière a dû être réécrite avec mon nom sur les pages qui comptaient. Mes parents ont dépensé du temps et de l'argent à répondre à des questions de personnes qui ne se souciaient pas des histoires de famille, mais seulement de registres clairs et de consentements authentiques. Rien de tout cela n'a réparé la confiance. Cela signifiait simplement que le coût de leur choix apparaissait enfin de leur côté du grand livre. J'ai adapté ma vie à cette nouvelle réalité. Les appels de leur numéro allaient directement à la messagerie vocale. Les courriels étaient survolés quand je me sentais assez forte et transférés à Jeanne quand ils touchaient à quelque chose de juridique. Les fêtes sont devenues des week-ends vides au lieu de tests que je pouvais rater en disant « non ». La maison de Lyon s'est transformée en une adresse postale et une ligne dans un système, pas un endroit où l'on s'attendait à ce que j'arrive sur demande. En y repensant maintenant, je ne vois pas un scénario de vengeance bien ficelé. Je vois une limite qui est finalement restée là où je l'ai placée. Dire « non » m'a coûté le contact, le confort et l'illusion que nous voulions tous le même avenir. Rester silencieuse m'aurait coûté la conviction que ma part de cette histoire comptait autant que celle de n'importe qui d'autre. Un prix est brutal et immédiat. L'autre persiste pendant des années et vous apprend que vos besoins sont facultatifs. Si une partie de ceci vous semble familière, j'espère que cela vous donnera la permission de remettre en question les rôles qu'on vous a attribués et de décider lesquels vous méritent encore. Vous avez le droit de cesser d'être utile d'une manière qui vous efface. Vous avez le droit de choisir votre propre camp et d'y rester, même si les autres n'approuvent pas. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a fait réfléchir à vos propres limites, vous pouvez partager